Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Agripreneur. Je vous amène aujourd'hui à la découverte d'un produit agricole, une légumineuse pour faire exact. Côté transformation, c'est impressionnant ce qu'on peut faire avec cette légumineuse, des mets les plus simples à ceux les plus difficiles, des délices qui vous feront saliver certainement. Avantage nutritionnel, cette légumineuse est un condensé nutritionnel qui, en plus de vous donner les nutriments nécessaires pour votre organisme, vous protège contre les maladies cardiovasculaires. Je vous laisse donc découvrir. Elle est considérée dans certains milieux, notamment celui de la recherche, comme une culture négligée. Elle, c'est le voanzou ou pois de terre ou encore souma en langue nationale mourée. Sociologiquement parlant, le voanzou est une culture de femmes, d'autant plus qu'il est cultivé majoritairement par la gente féminine. À vos marques, que dire à vos papilles? Voyons à présent les différents mets faits à base de voanzou. On a beaucoup de mets à base de souma. Le souma fait faire beaucoup de plats à base de ça. Il y a le souma avec la pâte d'arachide. On peut préparer ça avec la pâte d'arachide. Il y a le taux de souma. On peut faire le taux et puis accompagner d'une sauce gluante. Et sauce de gombo frais, et sauce boulevaka, ça peut s'accompagner de ça. Tout ça, c'est des mets à base de souma qu'on peut faire. On peut le faire en grumeau pour boire du dégué avec du yaourt. Ça se fait. On le fait même en zonko. Des déclinaisons qui permettent de voir la richesse culinaire de cette légumineuse d'origine africaine. Ça, c'est du vanzou accompagné de couscous de petit mil. Donc, pour la préparation, on prépare le vanzou. Le vanzou est cuit au point. Et maintenant, avec la farine de petit mil, on mélange avec un peu d'arachide, avec peut-être un peu de potasse, un peu de sel à la convenance. Et ça, on passe à la vapeur. Donc, dès que le vanzou est presque cuit, on peut prendre ça, mettre sur le vanzou. C'est l'eau du vanzou qui va passer à la vapeur en même temps pour faire cuire le couscous de petit mil. Donc, si c'est comme ça, c'est prêt, c'est mangeable. Ça, c'est du gonré de vanzou. Pour la préparation, il faut du vanzou, et un peu de persil, un peu de l'ail, un peu d'oignon. Donc, le tout, on mouille d'abord le vanzou et on l'écrase au mixeur. Et maintenant, on fait le mélange. Si on fait le mélange, on peut mettre un peu de sel à convenance, comme on peut ne pas mettre le sel. Voilà, après ça, maintenant, on met dans des boîtes et on passe à la vapeur pendant au moins 30 ou 45 minutes. Donc, quand on regarde que c'est prêt, quand on touche seulement que c'est prêt, c'est un peu dur. Là, maintenant, on enlève du feu. On appelle ça du vanzou au gras. Donc, pour la préparation, il faut du vanzou, il faut de la viande, n'importe quelle viande, et des tomates, des oignons, pâte de tomate et puis un peu d'huile. On précuit d'abord le vanzou. Quand le vanzou est bien cuit, on fait une sauce maintenant avec les oignons, et les tomates, les poivres. On remue pendant un certain temps, on met un peu d'eau. Quand c'est bien cuit, on ajoute maintenant le vanzou précuit à l'intérieur. Et on laisse mijoter pendant au moins 30 minutes, 35 minutes. Et c'est prêt. Ça, c'est des beignets faits à base de souma. Pour faire ces beignets, il faut mouiller d'abord le souma, écraser et ajouter un peu d'épices. Bien remuer. Quand la pâte gonfle un peu, tu mets ton huile. Et maintenant, tu mets un peu la pâte dans l'huile. Quand l'huile est chaude, tu laisses bien dorer et tu retires tes beignets. Contrainte majeure côté transformation, c'est la durée de la cuisson. Par rapport à la cuisson, si on peut avoir, par exemple, des soumats où la cuisson est moindre, parce que ça prend beaucoup de temps. Si on peut avoir des soumats peut-être en 2 heures, 3 heures maximum, c'est cuit. Sinon, ça, en tout cas, il faut aller 5 heures, 6 heures, ou même au-delà, si on veut que ce soit bien cuit. Donc, si on peut avoir des variétés où on peut faire la cuisson plus facilement que ça, quoi. Voilà, ça allait beaucoup nous arranger. En plus de nourrir, le voanzou soigne aussi bien l'humain que le sol. La légumineuse, elle est bien pour le sol. Elle permet donc de fixer l'azote. Ça, c'est très important parce que c'est en enrichissant le sol que nous arrivons donc à nourrir la planète. Et le vanzou a l'avantage donc d'avoir cette propriété-là
Et lorsque vous plantez, vous cultivez le vanzou, vous fixez donc l'azote du sol et vous enrichissez le sol. Ça veut dire que vous apportez de la santé à votre sol. Et également, nous pouvons également dire que le vanzou a une propriété essentielle parce que le vanzou est sans gluten. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est recherché. Tous les produits donc, qui sont sans gluten sont recherchés parce que le gluten entraîne des maladies que nous ignorons certes, mais qui entraînent donc des dégâts au niveau donc du tube digestif. Et donc le vanzou a cette propriété. Culture à multiples facettes, le vanzou permet également de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Par rapport donc à ceux qui font des régimes alimentaires, le vanzou est très pauvre en lipides. Et ça, c'est un avantage aussi, parce que ceux qui font le régime diabétique peuvent utiliser le vanzou. Et aussi, le vanzou est très riche en fibres. Pourquoi l'importance des fibres? Aujourd'hui, nous vivons donc des maladies de colopathie et il y a des difficultés pour le tube digestif de fonctionner. Lorsque vous prenez donc des substances qui sont riches en fibres, vous facilitez le transit intestinal et c'est quelque chose donc qui est très recommandé pour la santé de l'être humain. Et le vanzou a cet équilibre-là. Je viens de vous dire que le vanzou est pauvre en matière grasse et c'est très recommandé pour ceux qui ont l'hypertension, qui ont des problèmes cardiovasculaires, parce qu'il est recommandé à ces gens de maintenir quand même un taux de cholestérol assez donc bas. Et ça, le vanzou permet de le faire, mais également, le vanzou a également les propriétés riches en micronutriments tels que le calcium et le phosphore qui sont essentiels pour le squelette. Si vous hésitez encore, vous avez là toute raison de cultiver et surtout de consommer le vanzou. Retour sur ce plateau de Agripreneur et j'ai le plaisir d'accueillir pour vous Dr Mahama Ouedraogo. Dr Ouedraogo est directeur de recherche à l'INERA, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour. Docteur, vous venez de suivre avec nous ce document sur la transformation du vanzou, mais aussi des bienfaits du vanzou. Un commentaire? Oui, c'est un plaisir de voir tout ce qui peut être fait à base de vanzou et aussi tout ce qu'il y a comme propriété possible. Merci bien, Dr Ouedraogo. Pour parler vanzou, on ne pouvait trouver meilleur profil que vous. Nous sommes à la bonne adresse, je suis tenté de dire, parce que vous êtes sélectionneur et votre travail consiste à améliorer la productivité du vanzou. Question pour vous, comment se porte la recherche sur le vanzou? Merci. Je dirais que la recherche sur le vanzou se porte bien dans la mesure où nous avons, depuis 2003, prospecté un certain nombre de segments qui entrent donc dans l'amélioration de la production et de la productivité du vanzou. Quand vous parlez des segments, c'est quoi exactement? Je parle de segments dans la mesure où, quand vous prenez une culture, vous avez différents aspects. Et pour ce qui est du vanzou, vous avez d'abord les ressources phytogénétiques du vanzou, c'est-à-dire toutes les variétés, les écotypes qui sont donc dans le milieu, dont l'ensemble possède donc un certain nombre de caractéristiques distinctes. Vous avez tout ce qu'il y a comme travail du sol. Nous avons travaillé là-dessus. Nous avons aussi travaillé sur les aspects fertilisation, sur les aspects sélection, sur les aspects composition biochimique. Donc, est-ce à dire que vous avez fait tout le tour? Et pas tout le tour. Il y a des aspects que nous avons laissés en sourdine, sous-veilleuse, parce que de toute façon, on ne peut pas tout faire. Voilà, chacun vient et puis il fait sa partition. Vous avez parlé tantôt de variétés. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le nombre de variétés que vous avez pu inscrire au catalogue national et sous-régional des semences? À ce jour, en fait, nous avons 3 variétés qui ont été inscrites, mais il y a aussi un certain nombre de variétés qui sont en fait en pipeline, qui sont en voie, qui sont achevées et qui pourraient donc faire l'objet d'essais. Donc, on appelle ça
d'essais pour confirmer un certain nombre de caractéristiques et donc suivre le processus d'inscription donc, sur le catalogue national des semences. 3 variétés, ce n'est pas rien. J'imagine un peu le travail qui a été abattu. Est-ce qu'on peut avoir, en termes d'approche et de méthodes, quelles sont les méthodes que vous avez utilisées pour parvenir à des résultats aussi probants? Il faut simplement se dire que c'est la variabilité génétique qui est donc la matière première du sélectionneur. Et nous nous sommes basés essentiellement sur les variétés de population qu'il y a donc dans notre milieu. Et sur cette base-là, nous avons donc sélectionné, donc nous avons fait une sélection massale. Et à l'issue de cette sélection massale, nous avons identifié un certain nombre donc, de génotypes que nous avons suivis pendant plusieurs années et qui ont abouti donc, à des variétés. Quand on parle de sélection massale, c'est quoi pour les profanes? C'est dire que quand vous prenez une population, une variété de population, vous avez un certain nombre de génotypes qui sont dedans, qui ne sont pas fixés et qui, au cours des différents cycles, vont ségréger. Ségréger, c'est-à-dire qu'ils vont donner des petits et de différentes caractéristiques. On regarde et puis on sélectionne. Maintenant, on peut sélectionner soi-même, on peut sélectionner avec les utilisateurs, ce qu'on appelle donc la sélection variétale participative avec les producteurs, et à la fin, on a un matériel. Voilà. Mais c'est la source, c'est où on a commencé. On a commencé avec des variétés population. On aurait pu aussi commencer avec des variétés liées, comme aussi on aurait pu prendre par exemple une variété liée et puis créer de la variabilité, par exemple par mutagénèse induite, et puis sur cette base-là maintenant, sélectionner au fil des ans par famille, donc les génotypes qui sont prometteurs. Vous avez dit 3 variétés homologuées. En termes de particularité, est-ce qu'on peut avoir la particularité de ces variétés de Vonzu qui ont été homologuées? Bon, nous avons d'abord considéré les préférences en fait, des consommateurs. Donc, parmi ces variétés-là, nous avons une variété blanche, parce que c'est la variété blanche qui est la plus préférée. Et nous avons aussi une variété noire et puis une variété en fait bigarrée. Toujours est-il que nous sommes partis des préférences des consommateurs pour donc faire ce choix-là. En termes de rendement, ces 3 variétés, elles sont à combien de kilogrammes à l'hectare? Les rendements varient en fait entre 1400 et 1600 kilos à l'hectare. Mais en réalité, nous avons été modestes parce que nous avons eu au cours des expérimentations et dans des sites qui ont des caractéristiques en fait adéquates, des rendements qui sont allés jusqu'à 2500, 3000 kilos à l'hectare. Mais nous avons préparé, ce sont des conditions optimales et il n'est pas évident que nous ayons les conditions optimales partout. Donc, ce que nous disons, ce sont des moyennes avec des écarts types, donc 1400 à 1600 donc, kilos à l'hectare. Avant, est-ce qu'on avait ce genre de résultats-là? Non, on a des rendements généralement qui variaient entre 300 et 600 kilos à l'hectare. Donc, est-ce à dire que vous avez contribué significativement à augmenter le rendement de Vonzu? Oui, mais pas seulement sur le plan de la contribution du matériel génétique, parce qu'il y a aussi la part de la technique agricole, de la pratique agricole en fait dans le rendement. Parce que vous savez que quand vous mettez une culture en terre, si vous ne contrôlez pas correctement la pression des mauvaises herbes, des adventices, vous allez impacter négativement donc la production. Et si aussi vous faites des pratiques culturelles qui sont néfastes pour la culture, vous allez encore impacter négativement. Il faut tout un ensemble pour parvenir à un résultat assez intéressant. C'est exact. Et dans ce sens-là, vous avez donc le butage, qui est un élément important dans l'amélioration de la productivité du Vonzu, du rendement du Vonzu. Et quand vous le faites avant les 49 jours, vous enregistrez, vous créez une perturbation qui va impacter négativement donc la production, le rendement du Vonzu.
Ce qu'il faut retenir, c'est que pour la production du vanzou, il faut suivre tout ce qu'il y a comme itinéraire technique, il faut respecter les techniques culturelles pour avoir un bon rendement. C'est ça. Nous allons évoluer très rapidement, Dr Ouedraogo. Quelle est la période la mieux indiquée pour les semis du vanzou? Il va sans dire que cela va dépendre donc de l'environnement, du contexte. Et généralement, donc, dans la partie centrale et nord du Burkina, les semis doivent être faits avant donc, le 15 juillet. Mais vous n'êtes pas sans ignorer que, en réalité, c'est une culture marginale dans le système d'exploitation et que c'est une culture produite essentiellement par les dames, de telle sorte que, bon, généralement, c'est quand les travaux champêtres, là, au niveau des champs collectifs, s'amenuisent. Donc, il y a peu d'intensité là-dessus que les femmes ont un peu plus de temps pour aller travailler donc, dans leurs champs individuels où elles cultivent donc, le vanzou. Mais la date idéale, docteur? 15 juillet maximum. Mais toujours est-il que nous sommes dans des moments où l'installation des pluies glisse. Nous sommes au Sahel. Les aléas climatiques. C'est ça. Donc, il faut en tenir compte. Docteur, facteur important dans la production agricole, le sol. Quel type de sol est conseillé pour la production du vanzou? De manière simple, on dirait que ce sont des sols à vocation arachide et petit mil, et donc qui sont les sols les mieux adaptés donc, pour le vanzou. C'est-à-dire ça va être des sols légers, voilà, filtrants, et qui ne vont pas s'engorger et qui ne vont pas être donc argileux ou limoneux ou qui se prennent en masse. Et il faut rappeler que le vanzou n'aime pas trop d'eau. Oui, mais vous allez avoir en fait des écotypes. C'est ça la particularité de cette culture. Elle est adaptée à toutes les écologies. De 300 mm d'eau recueillie donc, durant la saison pluvieuse à 2000. Parce qu'à Madagascar, vous avez donc des variétés de vanzou qui sont cultivées. Comme chez nous, dans la zone de Dori, 300 mm, 400 mm, on cultive aussi donc, le vanzou. Le vanzou s'adapte alors? Très bien. Là où la plupart des cultures échouent, le vanzou réussit. Docteur, en termes de rentabilité, est-ce que cette spéculation est rentable? Parce qu'on vient de voir la transformation, on vient de voir les valeurs nutritionnelles qui ont été énumérées par la nutritionniste ici, docteur Ba. Est-ce que la spéculation, elle est rentable si on doit s'adonner à ça? La spéculation est rentable dans la mesure où vous pouvez facilement, à un certain moment de l'année, par exemple, avoir à 350 à 400 francs le kilogramme de vanzou. Donc le vanzou s'achète bien ou se vend bien? Ça s'achète bien. Et même pour s'en convaincre de manière empirique, faites le tour dans la ville de Ouagadougou et recensez un peu les zones où on vend du vanzou. Vous en serez édifié. Changeons de cap cette fois-ci pour parler le temps de préparation, la cuisson. C'est revenu dans le document que nous avons suivi tout à l'heure. Le temps, il est un peu long. Est-ce qu'au niveau de la recherche, vous avez pensé à des variétés qui ne vont pas trop durer lorsqu'on va vouloir les préparer? Merci beaucoup. En réalité, au début de nos recherches en 2003, nous avons eu la chance de travailler avec du matériel qui est venu donc, de la Tanzanie, qui est venu du Cameroun et qui est venu aussi du Danemark. Et en son temps, nous avons en effet travaillé un peu sur le sujet et nous avons constaté que, et principalement sur les vanzous donc de couleur blanche, et nous avons constaté que les vanzous qui avaient des téguments de couleur blanche, par exemple, qui avaient des téguments assez fins, se cuisaient plus facilement que donc, les vanzous qui avaient des téguments assez épais. Vous vous souvenez que donc, la dame, la nutritionniste qui est sortie tout de suite, parlait donc, Docteur Ba, du temps de cuisson. Voilà. Mais maintenant, il peut y avoir d'autres paramètres physico-chimiques liés pour ce qui est de la cuisson, c'est beaucoup plus Mme Doukoum qui a parlé de ça. Là, Okay. Voilà, ce qui est en charge de la transformation du vanzou. Donc,
actuellement, les Wanzhou de couleur blanche en général, qui ont un tégument plus fin, donc se cuisent nettement plus facilement, donc prennent moins de temps que les autres types de Wanzhou. Combien de temps? Disons, moi je n'ai pas expérimenté cela, mais c'est inférieur donc au temps de 5 heures, 4 heures. Voilà. Et autre chose, ce qu'on fait aussi, on peut donc réhydrater ça, mettre de l'eau durant par exemple la nuit ou 12 heures et puis cuire. Ça va diminuer donc le temps de cuisson. Nous allons poursuivre. C'est impressionnant ce qu'on a vu en termes de transformation des mets, une dizaine en tout, mais ce que j'ai reçu comme information, vous avez déjà expérimenté quelque chose, la transformation du Wanzhou en pain. Et vous avez fait l'expérience avec chef André, le célèbre André Bayala, artisan pâtissier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette thématique-là? Bien, merci. Mais avant cela, je dirais simplement qu'en matière de recettes sur du Wanzhou, à base de Wanzhou au Burkina, on en a plus de 10. Nous avons fait une petite enquête à l'échelle du pays et nous avons trouvé autour de 15-17 recettes que nous avons recensées. Et maintenant, pour ce qui est donc de l'expérience que nous avons eue avec chef Bayala, André, elle était très bien, dans la mesure où nous avons en son temps une rencontre internationale qui regroupait donc des développeurs, des chercheurs, des praticiens, des producteurs de plusieurs pays, et notamment le Mali, le Niger, le Burkina, et il y en a qui venaient donc d'Europe, tout ça. Et nous avons approché le chef André pour expérimenter donc le pois de terre. Et ça a été un succès? Ça a été un franc succès, dans la mesure où les pains que nous avons faits à base de Wanzhou ont été énormément appréciés donc par les participants. Et sans oublier les biscuits que nous avons faits à base de Wanzhou, qui les gens en ont tellement vraiment les gens ont raffolé, aimé. vraiment ils ont aimé quoi. Est-ce qu'on peut s'attendre, peut-être l'un des challenges à votre niveau, c'est qu'on puisse voir un jour sur le marché burkinabé de Wanzhou, du pain fait à base de Wanzhou? Naturellement, ce challenge-là est au niveau de tous ceux qui apprécient donc, le Wanzhou, pas seulement à mon niveau. Dans la mesure où c'est une alimentation qui va être saine et qui est saine, quand on la transforme, quand on transforme le Wanzhou sous certaines conditions, c'est un aliment sain et qui apporte donc un plus à l'organisme et à la santé du consommateur. Docteur, vous avez parlé de quelque chose qui est très important. C'est vrai que c'est ressorti dans le documentaire, dans le document que nous avons suivi, les bienfaits. Ça veut dire en matière nutritionnelle, le Wanzhou est exceptionnel. Ça permet de régler beaucoup de problèmes. On a les fibres qu'elle contient et ça permet même de prévenir les maladies cardiovasculaires. J'ai envie de dire, à quelque part, est-ce que le Wanzhou n'est pas un trésor négligé? Je dirais trésor négligé, mais je crois que de nos jours, on peut dire c'est un trésor révélé, dans la mesure où le Wanzhou ou pois de terre, même quand on le prend dans sa composition basique, a 4 à 6% de lipides, de matières grasses, donc 20 à 24% de protéines, et maintenant près de 60% donc, de glucides et d'amidon. Et c'est ce que les spécialistes, les experts aiment parler donc d'aliments composés. En son temps, nous parlions donc d'aliments complets, mais maintenant on parle d'aliments composés. Donc le pois de terre ou Wanzhou est un aliment composé, et sans oublier maintenant tout ce qu'il y a comme bénéfice sur le plan santé quand on en consomme. Mais ça, je laisse ça aux professionnels de la santé et aux nutritionnistes, parce que ce n'est pas dans mon domaine, quoi. C'est donc clair, il faudra compter avec le Wanzhou dans notre quête pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Merci, Dr Ouedraogo, d'avoir accepté notre invitation et surtout merci pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche et sélectionneur Wanzhou à l'INERA, Institut de l'environnement et de recherche agricole.
Merci à tous ceux-là qui m'ont aidé dans la préparation de cette émission, aux équipes de Transcendance Communication et de BF1 Télévision. J'ai été ravi de vous servir. Je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, très bientôt pour un autre numéro sur les questions agricoles. D'ici là, portez-vous bien.